à Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour votre dernier épisode consacré à l'équipe type de l'AS Monaco. Et avec moi, pour finaliser cette équipe, il y aura évidemment Boris, qui était déjà présent lors des 3 premiers épisodes. Salut Boris. Salut. Et il y aura également Damien. Toi, tu as juste fait l'impasse sur l'émission de la semaine dernière. Eh oui, tout à fait, parce que j'avais du mal à me décider. Alors. En tout cas, voilà, dernière émission consacrée. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'entraîneur évidemment, et ensuite on parlera de nos bancs respectifs. Voilà, ça sera composé de 7 joueurs. On a choisi un gardien, 2 défenseurs, 2 milieux et 2 attaquants pour une répartition un peu équilibrée entre les différents postes. Bon messieurs, on va tout de suite terminer les titulaires, donc avec l'entraîneur titulaire. On va commencer par des petites mentions, Boris, et on a envie de commencer par Banid, père. Oui, exactement. Dissipons tout. Laurent Banid ne sera pas forcément mentionné, à l'inverse de son père, avec qui ils ont chacun l'AS Monaco, 2 passages différents dans le temps, mais Gérard Banid, très marquant de l'histoire du club, à la fois sur le palmarès, puisqu'il est champion de France en 82 et gagne la Coupe de France en 80. Donc il gagne ces 2 titres-là, et finalement, à part, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que seul le Duc et Wenger ont dû faire ces deux trophées-là par lui. Donc voilà, il y a pas beaucoup de monde. Banid, en plus de ça, il est connu pour avoir été un peu celui qui a mis les fondations du centre de formation de l'AS Monaco, qui a quand même été renommé. Alors ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes plus glorieuses que d'autres pour le centre de formation, mais qui sur l'ensemble des 30-40 dernières années est quand même un des meilleurs en France. Je pense qu'un de ceux qui a sorti le plus de joueurs en équipe de France, en championnat de France. Lui, spécifiquement à son époque, il a sorti des joueurs avec lesquels il a été champion après, type Ettori, type Puel, Bellone, Amoros. Voilà, c'est des joueurs qui sont passés sous lui dans les équipes de jeunes avant de rejoindre l'équipe première. Donc voilà, par rapport à d'autres qu'on va citer, c'est pas celui qui a le plus de matchs, parce que finalement il a que 4 saisons pleines qui l'amènent à un total de à peu près 185 matchs. Et en fait voilà, il refait cette petite pige après Wenger. Wenger part à un moment très très difficile. Le club est pas très bien, et c'est Banid qui était entre temps repassé au centre de formation qui va refaire une petite pige. Donc on est en 94-95, qui va entraîner une douzaine de matchs et qui est presque à 200 du coup. Au final, voilà un entraîneur marquant. Si tu regardes bien, au final, il y a quand même, je sais pas si on peut dire, il y a quand même 2 hommes un petit peu hors terrain entre guillemets, qui reviennent souvent, qui ont marqué beaucoup de joueurs qui sont passés par Monaco. C'est Biancheri, parce qu'il était le directeur sportif, qu'il était donc quand même en première ligne assez souvent aussi, d'une certaine manière, qu'il était important dans le recrutement. Et Gérard Banid, pour ceux qui sont passés par le centre de formation. C'est ces 2 noms, je trouve, qui reviennent assez régulièrement. Tu pourrais ajouter Campora, si Campora, bien sûr, en tant que mais c'est vrai que hors terrain, vraiment pur en tant que joueur, etc. C'est quand même ces deux noms-là qui reviennent, je trouve, qui ont été des hommes très importants de la principauté, et du club plutôt, de la principauté bien sûr. Je trouve c'est vrai que c'est quand même un nom qu'il fallait citer, Gérard Banid. Ouais. Tout à fait. Un autre entraîneur, Damien, qui se situe à peu près dans la même tranche de match, parce qu'il a également passé 4 saisons à peu près à l'AS Monaco, c'est Didier Deschamps, qui sera d'ailleurs le seul entraîneur non champion qu'on va mentionner. Ouais. Oui, avec seulement, même si c'est déjà bien, parce que ça a été le dernier trophée avant très longtemps.
mais seulement cette Coupe de la Ligue pour lui. Mais c'est vrai qu'on aurait tellement espéré mieux, notamment la saison suivante. Donc ça, j'en parle évidemment dans le périple rouge avec le championnat et la Ligue des Champions. Mais voilà, Didier Deschamps est un entraîneur marquant de l'AS Monaco, parce qu'il a fait surtout ce parcours en Ligue des Champions en 2004, qui l'amène donc en finale, perdu face à Porto, et c'est en ça que c'est un entraîneur qui a marqué la SM, parce qu'après il n'y a pas que des bonnes saisons avec Deschamps. En tout, il y en a 4 et une 5e qui est à peine entamée, une 5e qui se passe très mal avec un effectif largement renouvelé et pas très bien renouvelé, et surtout une saison et demie au départ qui sont absolument catastrophiques. La première saison se passe très très mal, le classement est catastrophique, Monaco finit 15e, voilà, donc c'est vrai que c'est une équipe, pourtant il y avait des stars, mais il y avait aussi un ego assez fort. En tout cas, voilà, Deschamps, c'est un homme qui fait aussi le vide autour de lui, c'est sa face un peu, sa part d'ombre, que beaucoup ont décrié par la suite, même s'il reste quand même cet entraîneur qui gagne, parce que encore récemment avec l'équipe de France, c'est une Coupe du Monde, mais c'est un entraîneur, c'est un homme qui a la gagne en lui, ça on le sait, mais c'est quelqu'un qui aussi, mine de rien, fait beaucoup de vide autour de lui. Donc entraîneur assez controversé, mais sur 208 matchs avec Monaco, on retient principalement cette épopée européenne, et c'est vrai que moi de même, pendant très 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 longtemps, j'ai adoré Didier Deschamps pour ça. Aujourd'hui, j'en suis largement revenu, parce qu'évidemment on grandit, on se documente, on a plus d'éléments, mais je sais que pendant très longtemps, j'étais je dis pas que je vouais une admiration à Didier Deschamps, mais c'était un entraîneur qui m'avait extrêmement marqué. Oui, je pense qu'on est tous à peu près de la même génération, encore une fois. Donc oui, cette épopée-là, on avait tous entre 13 et 17-18 ans. Donc forcément, elle a beaucoup marqué. Mais justement, je voulais te poser une question. C'est déjà ce que j'avais demandé un peu la semaine dernière. J'avais fait la remarque au final que peut-être si on avait gagné cette fameuse Ligue des Champions en 2004, on aurait eu peut-être un peu plus de représentants de cette équipe-là dans notre 11. Est-ce que c'est également le cas pour Deschamps? Est-ce que si la coupe est soulevée, est-ce que tu le places directement sur ton banc parce que Ligue des Champions et que il y a rien au-dessus en fait? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc ça joue à rien en fait à 90 minutes. Après on prend une branlée. Presque ça, hein. Mais c'est vrai que tu te dis finalement, c'est vrai qu'il y a rien au-dessus. Et moi, par rapport à mon choix, que j'ai fait de titulaire sur le banc, c'est aussi beaucoup les parcours européens qui amènent ça. Rien ce choix-là, mais ça peut très bien, parce que final on occulte très vite une année et une saison suivante après cette épopée qui est certes en plutôt moyenne en soi, c'est pas une superbe saison. Tactiquement finalement fait pas forcément de très bons choix en essayant de reconduire un système équivalent, donc en déplaçant Calonne sur le côté droit alors que c'est un attaquant. Enfin, il y a des joueurs qui sont pas vraiment à leur poste, chose qu'on reprochait à Jardim, c'est marrant, mais voilà, des choses comme ça viola parfois à droite. Enfin, tactiquement c'est bancal. Donc au final, les saisons de Deschamps, il y en a vraiment une et demie qui sont très bonnes, et encore celle de 2004, la deuxième partie en championnat, on s'écroule totalement. Donc au final, ça coûte aussi un titre. Techniquement, je suis pas sûr qu'il y ait plus de positifs que de négatifs en fait, dans le parcours de Deschamps. Mais il y a quelque chose qui éclipse tout. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Pareil pour toi, Boris, on en avait parlé pour les joueurs, tu étais un peu moins certain en tout cas de pouvoir vraiment mettre beaucoup de joueurs, même si on avait été champion d'Europe. Est-ce que Deschamps, pour le coup, aurait passé ce cut-là Il aurait eu en tout cas beaucoup plus de poids, ça c'est sûr. Après, disons que, sans vouloir faire une réponse de Normand, il faudrait voir ce que ça aurait changé pour la suite aussi. Est-ce qu'on serait reparti sur de meilleures bases la saison d'après, ou est-ce que, au contraire, on aurait peut-être été encore plus pillé? Est-ce que lui aurait eu plus la cote, il serait parti plus tôt, et serait peut-être parti du coup sur un sacre? Il se disait à l'époque, je te coupe, excuse-moi, mais il se disait à l'époque que Chelsea prendrait l'entraîneur vainqueur de Ligue des Champions. Au final, ils ont pris Mourinho. On se disait que si c'est lui qui part à gagné, Chelsea. Et peut-être qu'il gagne d'autres coupes d'Europe peut-être qu'il fait une carrière plus solide encore en tant qu'entraîneur de club. Mais c'est dur comme ça de faire disons que là, j'ai envie de penser que ça aurait pas été le cas.
et que je serais quand même resté sur mon choix d'un entraîneur plus marquant. Après, peut-être que ce truc-là aurait complètement aurait tout emporté. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'on aurait fait depuis. Peut-être qu'on serait pas allé en Ligue 2, peut-être qu'on aurait gagné d'autres trophées, peut-être qu'on serait encore en Ligue 2, je sais pas. Peut-être qu'on aurait gardé Morientes et qu'il serait dans l'équipe type. Ouais. En fait, là, il est même pas, je pense qu'il est même pas top 5. Donc, si je faisais un classement ou s'il est, c'est 5e. Ouais. Par contre, il serait au moins dans les 3, ça c'est sûr. S'il avait gagné cette Ligue des Champions, est-ce que ça serait le premier? Je sais pas, mais il s'y discuterait très fortement, c'est sûr. Ouais. Un troisième entraîneur dont on voulait parler, c'est Jean Tigana. Alors Tigana, ça a été au final, c'est à peu près le même range de match aussi. Il y a 175 rencontres. Coach de Monaco du coup pendant 3 saisons et demie, parce que lui aussi, ça va pas très bien se finir, mais au final, on va voir, c'est quand même une certaine constante, mais pas qu'à Monaco, de toute façon, on le sait, souvent, les histoires de coach, même si elles ont été sublimes dans certains clubs, elles se terminent souvent mal, malheureusement. Ça a été aussi le cas pour Tigana, mais par contre, en peu de temps passé, pour le coup, lui, c'est très intense, il y a très peu de négatifs réellement, à part justement cette fin. Mais toutes ces autres saisons sont bonnes, sont pleines. Il y a évidemment le titre en 97, mais il faut également y rajouter 2 gros parcours européens avec 2 demi-finales européennes. C'est lui également qui a lancé certains joueurs comme Henry, Trezeguet, Willy Sagnol ou Christian Val. Donc un entraîneur quand même qui a compté beaucoup pour Monaco en restant très peu de temps. Un jeu qui, en tout cas pour ceux qui ont réellement bien connu cette période, est une équipe qui est souvent très appréciée pour le style de jeu qu'elle pratiquait. Donc forcément un coach qui était à citer fortement. Et puis encore une fois, voilà, même si ça se termine pas trop bien, ça peut pas vraiment être un critère contre lui, parce que vu que ça sera le cas pour à peu près tous les coachs, c'est délicat réellement de considérer ça comme un vrai malus, quoi. La différence, c'est que par rapport à un autre qu'on va citer plus récent et un petit peu plus tard, c'est que quand lui part, il pose sa démission et il part, en renonçant, il démissionne, il prend pas d'argent, donc il y a une vraie avec élégance, beaucoup de classe, qui avait été soulignée par Campora à l'époque. Exactement, de l'homme qui est vraiment à mettre à son crédit. Voilà. Oui, mais c'est pas étonnant. Et puis il y a des parcours européens qui sont magnifiques avec Tigana quand même aussi. Hein. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, il y a 2 demi européennes. C'est 3 séries 1. Ça, j'avais pas entendu. Donc oui, évidemment, rien à dire. Il est même devant Deschamps, très clairement. Oui. En tout cas pour moi. Après. Oui, quand même. Oui, il a quand même 2 titres. Il a un trophée des champions, il a le championnat, il a des belles épopées. Non, oui, bien sûr. Et t'en as en plus qui, je pense à comment il s'appelle, Christophe d'ASM Foot, qui je pense se soutiendrait d'ailleurs que les équipes de Tigana en Coupe d'Europe étaient beaucoup plus fortes que celles de Deschamps et étaient plus solides, étaient plus de vrais candidats à la victoire, là où celle de Deschamps a plutôt fait des miracles. Alors après tu le mets au crédit, au débit, tu le comptes pas, peu importe, mais c'est aussi, moi je pense à quelque chose à noter, c'est qu'il avait vraiment fait des équipes très fortes et c'est pas juste passé sur des coups de cul ou en tout cas sur des matchs très précis, très bien préparés. C'est aussi qu'il avait bâti une équipe qui était une des très fortes équipes d'Europe, ce qu'a fait Jardim aussi, ce qui était sûrement moins le cas de Deschamps, où c'est plus passé sur l'année où tout sur une cohésion de groupe. Ouais, voilà, sur mais un oui, état d'esprit. Après, il a quand même de sacrés joueurs, parce qu'il a quand même des Dimeco, il a une équipe plus forte. Sifo, Anderson. Ensuite, il y a la relève. Henry, Trezeguet, Ikpeba, Djetou aussi qui devient très très bon. Il a quand même et puis évidemment, j'allais dire le meilleur gardien du monde dans les buts, Fabien Barthez. Alors clairement, mais Christophe d'ailleurs, je me rappelle de l'émission qu'on avait, la toute dernière émission où je crois que c'était l'émission bilan SM Foot en 2017 après le titre. Christophe avait quand même voulu défendre ce titre de 97 qu'il trouvait plus beau. Enfin, il essayait de trouver des raisons en tout cas pour justifier qu'il était plus beau que celui de 2017. Je pense que c'est peut-être les équipes les plus fortes qu'on ait eu, en tout cas en termes à la fois des joueurs, à la fois de la production. Ça se discuterait entre l'équipe de Jardim et l'équipe de Tigana. Je pense qu'il faudra voir un peu les carrières que font tous les mecs qui étaient là en 2017 pour vraiment juger un peu a posteriori de leur niveau. C'est sûr que l'équipe de 2017 a fait plus forte sur le nombre de points en championnat, je pense, parce qu'elle a vu aussi un rival beaucoup plus fort.
Après, si elle s'était affrontée, c'est toujours pareil, c'est de la science-fiction. Laquelle était la plus forte, c'est dur à dire, mais c'est peut-être les deux plus gros pics de l'histoire du club en termes de niveau. Continuez, messieurs, le coach, donc du coup, qui a pris la succession de Jean Tigana, Boris, et qui du coup est arrivé dans un contexte un peu compliqué, c'est donc Claude Puel. Ouais, Puel du coup qui était, on en a déjà parlé, on l'a tous mis dans l'équipe à des postes différents. Je pense qu'on le retrouve à au moins 3 postes différents. Parce qu'il doit être une fois central, une ou deux fois latéral et d'autres quelques fois milieu. Je sais pas si quelqu'un l'a mis sur le banc. J'ai plus ça en tête, mais voilà, c'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club. Il était ensuite dans le staff. Quand Tigana part, on fait appel à lui. D'abord un peu en mode pompier, et il va très bien s'y prendre, parce que du coup Tigana part, c'est pas la catastrophe, Monaco doit être 7-8e à ce moment-là, mais Puel va les ramener à la 4e place, et l'année d'après, qui est donc sa première saison complète, il va être champion avec alors on l'a pas cité dans les meilleures équipes de l'histoire du club, je suis pas persuadé que ça soit, mais c'est peut-être une des plus belles, en tout cas une des celles qui a plus marqué les gens, j'ai l'impression, cette équipe de 2000. C'est mon cas, moi c'est le premier titre dont j'ai vraiment des souvenirs. Je fais l'émission dessus et tout, mais même au-delà de ça, je la trouve hyper, elle est belle cette équipe en fait quand on voit les joueurs et tout. Après, disons que sur le terrain, il n'y a pas de bon parcours en Coupe d'Europe. Il y a un nombre de points qui est assez faible aussi. Il y a une concurrence qui était vraiment à la ramasse cette année-là, mais voilà. Ça reste un des entraîneurs qui a été champion, et on les a tous cités. La saison d'après, elle va être très très dure pour lui. Il va finir 11e, il va avoir un parcours cata en Coupe d'Europe, et il va sauter, il va laisser la place à Deschamps à la fin de l'année. Il a fait quand même une carrière plus qu'honorable depuis. T'as fait le tour sur Puel, Boris, ou t'avais quelque chose à rajouter? Oui, voilà. Ouais, je peux renvoyer à ton épisode. Tout à fait, j'ose à peine le faire. Et puis c'est vrai que c'était avant tout un joueur du club, on en a énormément parlé, tu l'as dit, on l'a tous mis à minima sur le banc, donc bien entendu Claude Puel. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres joueurs, alors il y a Simonet forcément qui me vient en tête. Thierry Henry. Thierry Henry, c'est vrai. On peut compter que Ettori et Jean Petit ont fait des piges, on va dire, en tant qu'entraîneur, des intérims. À part ça, je sais pas s'il y a d'autres. Kerio a fait une petite pige aussi. Louis Pironi aussi. Louis Pironi, a fait 2 piges. Mais lui, c'est peut-être bien le seul qui a été champion c'est du coup le seul qui a été un champion en tant qu'entraîneur et joueur. Donc ça peut se noter en tant que personnalité du club, on va dire. Mais il est assez loin pour le meilleur entraîneur. Après, Ettori est entraîneur des gardiens. Est-ce que ça compte quand même? Aussi, ça peut. Le staff, de toute façon, en 2000, c'est Petit, Puel et Ettori. Donc c'est pas compliqué, c'est les 3 plus capés de l'histoire du club. C'est pour ça aussi que ce titre est sympa. Dernière mention, messieurs, et pour le coup un entraîneur qui n'a pas joué chez nous avant, puisqu'il s'agit de Leonardo Jardim. Je ne vous entends plus. La ligne est mauvaise. C'est vrai que on passe au banc de touche. Ça sera pour Damien, Boris, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que on touche un point sensible, parce que c'est peut-être, c'est un titre magnifique en 2017. C'est des podiums, c'est 3 podiums en tout, 4 podiums, pardon. 4 podiums, 2 troisième place, une deuxième place et un titre, donc. Oui, c'est 270 matchs, donc ce qui en fait quand même le 3e entraîneur monégasque, en tout cas qui a dirigé le plus de matchs. Il y a quand même 45 matchs européens, donc il y a quand même, et il y a surtout avant évidemment son deuxième passage raté et la saison avant son premier départ, il y a quand même un taux de victoire, un pourcentage de victoire qui est quand même vraiment exceptionnel. Alors après, c'est vrai que nous on en a beaucoup parlé, c'était à l'époque sur ASM Foot, c'était aussi depuis 3 ans sur la radio, on a beaucoup parlé de ces matchs puisqu'on les débriefait tous, et que on s'ennuyait aussi beaucoup. Après, il y avait quand même des équipes qui étaient très efficaces. Moi, ça me faisait aussi beaucoup penser un peu à Benitez, c'est-à-dire que c'était pas forcément des équipes très spectaculaires, mais qui marquaient énormément de buts quand même. Et c'est vrai que la saison du titre, là, c'est tout bonnement exceptionnel. Mais voilà, et puis il y a quand même une épopée européenne avec une demi-finale la saison du titre, et puis 2 ans avant un beau parcours avec cette qualification face à Arsenal qui nous a tous fait vibrer. Donc il y a eu quand même aussi des émotions avec Jardim. Maintenant, alors il faudra laisser un petit peu de temps avant d'aller plus en profondeur sur le dossier Jardim, je pense, parce que il y a peut-être des choses
qu'on ne sait pas encore, peut-être une part d'ombre encore qui reste peut-être à découvrir. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, il fait partie de l'histoire par rapport aux stats, au nombre de matchs et par rapport à un titre absolument sublime. Mais voilà, on est sur une période très 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 récente avec un limogeage encore très récent. D'ailleurs, 2 limogeages il a empoché le pactole en plus. Pour moi, ce qui est vraiment dommage, parce que voilà, on vient de le dire, ça s'est mal fini pour Deschamps, pour Tigana, donc s'il y avait eu que ce premier départ l'année dernière, au final ça aurait été comme tous ceux qu'on vient de citer. C'est dommage, ça se finit mal. Le problème c'est qu'il y a un retour qui au tout début fait plutôt du bien parce qu'on gagne, on se remet à regagner des matchs et du coup voilà, après la saison se retermine de manière plus que chaotique et là de nouveau on était reparti sur du grand n'importe quoi. Donc c'est vrai que il y a double dose quand même, il y a double limogeage, et puis en plus très 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 peu espacé. S'il était revenu, je sais pas, 7-8 ans plus tard, c'est différent. Là c'est une année, quoi. Donc même pas. C'est une année, oui, c'est même pas une année, c'est 3 mois. Je crois. Ouais, 3 ou 4 mois. C'est ça, hein. C'est hallucinant le timing. Donc, voilà. Après, il est pas forcément responsable de ça non plus. Enfin, il accepte, mais il est pas forcément responsable des choix des dirigeants derrière. S'il rappelle. Mais oui, effectivement, il y a eu ça. Il fait partie d'une période aussi un peu étrange, un peu bizarre. Voilà, pour le faute de meilleurs termes, c'est une période un peu bizarre. Voilà, à ce moment-là. Où on sent qu'on navigue à vue et voilà, clairement. En fait, t'as l'impression que le club tourne très mal, mais que lui en profite aussi un peu en fait, et qui se serre sur la bête. Et ça, c'est un peu, tu peux le voir un peu comme désagréable, quoi. T'as l'impression d'être pris en couille. Alors c'est pas lui le principal responsable si c'est le cas, hein, parce que autant avoir des dirigeants compétents, mais t'as l'impression que lui, il en joue en fait de ce truc-là, pour aller gratter encore un petit billet, avoir un poste, parce que de toute façon, il n'a pas forcément eu d'offres plus intéressantes ces dernières années. Après, voilà, mais moi, je suis le premier à une mauvaise langue. Là, quand vous avez commencé à parler de lui, il est évident qu'il est à sa place dans le panthéon, dans le top 5 à minima, je pense, des entraîneurs. Il a été, son titre, c'est un des plus beaux, de par l'adversité, de par la saison complète en Coupe d'Europe. Il y a des finales de Coupe de la Ligue aussi. Alors bon, à l'échelle du club, du palmarès du club, ça vaut rien, des finales de Coupe de Ligue, mais ça montre aussi des équipes compétitives sur plusieurs compétitions. Mais c'est vrai qu'au final, il y a ce vrai coup de canif avec son retour dans sa légende. Et là, il s'est vraiment pas rendu service. Bon, ça, il s'en fout sûrement, mais il a pas rendu service à l'image qu'il aura laissé. Et du coup, ça aide pas aussi à avoir le petit plus d'affection que voilà, on a pour Deschamps, même si, comme tu l'as dit, il y a des raisons qui font que pour certains il s'est estompé, mais qu'on peut avoir pour un Tigana, on peut avoir pour d'autres coachs, et du coup lui il a pas ce petit plus de sympathie qui pourrait éventuellement le placer très haut, et sinon pour moi il aurait pu être carrément quasiment sur le podium des meilleurs entraîneurs du club. Oui, parce qu'en plus en termes de sympathie de bonhomme, sur la fin c'était un peu plus compliqué, mais au début c'était plutôt un mec plutôt souriant. Enfin, tu vois, je le trouve plus sympathique qu'un Claude Puel, hein. Enfin, tu vois, de premier abord, Claude Puel. Après, je sais pas. Après, c'est un mec niveau charisme, c'était pas ouf, niveau. Ah non, mais ça c'est autre chose. Moi je te parle de sympathie. Les médias, il était désagréable, ça se finit mal sur ce point-là aussi, quoi, avec les. Autant, je sais pas, Deschamps, Tigana. On continue le travail, voilà. Deschamps, Tigana, quand ils partent, ils partent parce qu'on n'est pas très bien classé, mais il n'y a pas de clash majeur avec les. Deschamps, il lâche quand même, hein. Monaco n'est pas un grand club. Il y a quand même des déclats un peu fracassantes, ça agace un peu tout le monde. Alors, certes, il y a une part de vérité, mais voilà, il met les pieds dans le plat aussi à un moment donné, et ça se passe si bien que ça. Hein. Ça traîne pas sur la longueur, et du coup, t'as pas forcément la même rancœur qui s'accumule, comme elle s'est accumulée avec Jardim. Oui. Et puis Deschamps démissionne. Voilà, il est pas lourdé. C'est lui qui choisit de partir. Là, les deux chèques. C'est vrai. Voilà, clairement, Jardim, lui, comme tu disais, voilà, s'il y a moyen de prendre un billet, s'en fout, il prend son chèque. Si les dirigeants sont pas contents, il le vire. Voilà, ça l'a rangé aussi entre guillemets. Donc c'est vrai que oui, on aurait certainement préféré qu'il démissionne à un moment donné, je pense, mais bon. On va passer au titulaire parce que vous l'avez compris, évidemment. Il en reste 2 majeurs, donc c'est les 2 choix qui ont été faits. On va commencer, Boris, par celui qu'on a fait tous les 2 choix. Prime à l'ancienneté et prime au palmarès aussi, quand même. Ouais,
on va du coup rompre le suspense puisqu'on a mis Lucien Leduc, qui a quand même un nom assez classe. Autant Vitalis c'était le marquis, autant Lucien Leduc c'est son vrai nom. Qui a à peu près un tiers du palmarès de l'AS Monaco à lui tout seul, puisque il a 3 titres de champion de France et 2 coupes de France. Si je dis pas de bêtises, on va pas compter les coupes Dragon, les coupes et les challenges des champions. Hein. On me dit dans l'oreillette que Vieri était surnommé le Baron. Bah, c'est peut-être pour une autre raison, je sais pas. Ouais. D'accord. Le Duc, en plus, qui est le premier entraîneur à avoir gagné quoi que ce soit à Monaco, et quand il part en 79, du coup c'est toujours le cas. Il y a un premier passage de 58 à 63 où il va gagner. On en a déjà parlé avec les joueurs qu'on a mis dans les équipes. Il a gagné le championnat en 60, T1, la coupe en 60 et le doublé en 63, qui reste à date le seul doublé de l'histoire du club. Il va revenir, il part en 63, il revient 14 ans plus tard quand même. Ça laisse un sacré trou entre les deux. Alors entre-temps, il est parti faire diverses choses, notamment ses plus gros passages, ce que je vois c'est Servette Genève et Stade de Reims. Et il va revenir en 77 à l'AS Monaco, l'AS Monaco qui aura vécu une décennie 70 quand même très très moyenne avec alors je sais plus si c'est tout en 70 ou si c'est fin des années 60, mais il y a 3 descentes en deuxième division avec à chaque fois des remontées. Et lui, ouais voilà. 68. Il y en a 2 autres. Oui. Dans les années 70, donc vraiment le club a pas forcément entretenu l'héritage de Leduc, et lui il va venir, il reprend le club en deuxième division, du coup il les fait remonter, il est champion l'année d'après, ce qui est assez exceptionnel, non seulement à l'échelle du club mais même à l'échelle du championnat. Il y a peut-être 1 ou 2 autres exemples. Ranieri a été proche, hein. S'il n'y avait pas eu Paris, on fait 80 points, donc tu peux faire champion. Et c'est vraiment une légende de l'AS Monaco, de toute façon ce gars-là, à son débit, et ça fera le lien avec l'entraîneur d'après. Il n'y a pas de parcours en Coupe d'Europe digne de ce nom. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour que Monaco arrive sur la carte européenne. Ouais, justement, voilà, ce coach que toi, Damien, tu as mis sur le banc, évidemment, c'est Arsène Wenger. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à considérer quand même que le Duc est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire. Maintenant, c'est vrai que j'avais envie de mettre Arsène Wenger parce que, mine de rien, c'est l'entraîneur le plus capé à l'AS Monaco, 349 matchs. Il a autant de matchs que Jardim en Europe aussi, avec un petit peu moins de saison, mais pour autant, en fait, c'est l'empreinte qu'il a laissée, plus que les titres, parce que les titres, finalement, il y en a que 2. C'est le championnat en 88, donc c'est à sa toute première saison, voilà, et la Coupe de France en 91. Mais voilà, après, c'est surtout aussi déjà en championnat de France une incroyable régularité, puisque c'est 3 troisième places, 2 secondes places. Après, ça se finit un peu moins bien sur les 2 dernières saisons, mais voilà, c'est ce qui fait que quand même Monaco a été a compté dans le football français, parce que c'était un club qui était très régulièrement aux avant-postes. Et voilà, c'est vraiment à partir de Wenger qui a qu'on voit ça, que ce Monaco-là apparaît, s'impose comme un grand du championnat. Il y a des titres, il y aurait pu avoir plus de titres, hein, on connaît les circonstances, hein, peut-être qu'un jour Roger Mendy pourra l'expliquer. On reçoit tout de suite Roger Mendy et je crois qu'on me dit dans l'oreillette qu'il est pas très content. Mais surtout, voilà, et là où Wenger a fait la différence, c'est sur l'Europe, c'est-à-dire que il fait partie de ces entraîneurs qui ont amené Monaco à un autre niveau du football, et c'est un argument auquel je pense Rome sera sensible. C'est il a amené Monaco dans le football, dans l'ère du football moderne, et notamment avec des parcours européens importants. En point d'orgue, notamment cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 92, perdue malheureusement face au Werder Brême. Alors le foot français était en deuil avec le drame de Furiani à Bastia. Aussi, sachant qu'au même moment la Coupe de France où Monaco était en finale face à Marseille
a été annulé aussi cette saison-là du coup. Donc ça aurait pu éventuellement faire un titre en plus pour Wenger. Il y avait des joueurs, je pense, qui n'étaient pas forcément la tête au football et cette défaite face au Werder, alors que ça aurait peut-être été une Coupe d'Europe. Mais il y a beaucoup de parcours européens qui vraiment montrent que Monaco avait franchi un cap. Et comme tu disais, Boris, c'était, je crois, dans la deuxième émission sur les milieux et défenseurs centraux, il a mis Monaco sur la carte. Voilà. Et mine de rien, ça compte. On parlait des rivalités. Et notamment Wenger qui a pas un gros palmarès parce qu'à l'époque il y a un OM malgré toutes les polémiques on quand même un OM très fort hein, on peut polémiquer tant qu'on veut mais en tout cas une très bonne équipe. C'est un peu le cas finalement de beaucoup de ses entraîneurs hein, puisque Jardim lui il est tombé sur Jardim est tombé sur le PSG Qatar. Deschamps lui c'était quand même le gros Olympique Lyonnais qui est sans avoir forcément cette puissance financière a complètement marché sur le championnat de France. Oui. Le Duc, lui, son premier passage en tout cas, il est un petit peu la charnière entre la fin de l'époque Reims, puisque Reims du coup est champion en 62, donc entre les deux titres de Monaco, gagne son dernier titre, et s'approche le règne un peu de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui gagne, Saint-Étienne et Nantes, qui vont gagner, qui vont truster les titres pendant 5-6 années après ça. C'est vrai. Et là où Tigana et Puel avaient peut-être moins à faire, ont eu un peu plus d'espace sur des années où le titre changeait de main tous les ans, où il n'y avait pas forcément un gros poisson dans le championnat. Il y avait peut-être pas de gros poissons, mais d'un autre côté, tu peux aussi considérer que c'est la période même d'or du foot français sur la scène européenne. Paris les années 90, c'est clair. Paris gagne une Coupe des Coupes. Il retourne en finale la saison d'après. L'OM fait finale en 99. Nous, on fait donc Bordeaux. 2 demi-finales. Bordeaux, c'est 96, donc c'est un poil avant. Mais enfin, c'est comme Monaco, il y a 5 demi-finales sur les années 90. Hein. Oui, mais je parle vraiment de la deuxième partie, celle où il y a Tigana et Puel. Quoi. Ouais. C'est aussi la période où il n'y a pas que nous. Quoi. Il n'y a plus trop Marseille, même s'il y a encore cette finale en 99. C'est plus l'OM du début des années 90. Mais il y a Paris, il y a Bordeaux. Enfin, il y a plein de gros parcours. C'est régulier, quasiment tous les ans, on a un club français qui va au moins en demi-finale. Donc voilà, mais en tout cas, voilà qui conclut donc ce sujet qui était l'entraîneur, donc le Duc plébiscite, mais il y a également un petit Wenger pour Damien. Messieurs, on va pouvoir parler du banc. Tous les autres ont mis le Duc. Tout le monde a mis le Duc, oui. Ok, d'accord. On va passer au banc, ça va aller forcément plus vite parce qu'on a évidemment parlé de tous ces joueurs, mais messieurs, poste de gardien de but, vous aviez fait tous les deux le choix de mettre Jean-Luc Ettori. Quel est plutôt votre remplaçant? Puisqu'on avait respecté le club en mettant Ettori titulaire, du coup Fabien Barthez. Il fallait que je la place à chaque émission. Du coup Fabien Barthez, sans discussion aucune, autant. Il y avait un écart net quand même pour moi entre Ettori et Barthez à cause de l'histoire, du nombre de matchs, de longévité, du palmarès, etc. Par contre, il y a un écart encore plus grand, je pense, entre Barthez et le troisième. Ces deux gardiens-là sont évidemment à mettre sur la photo. On avait cité 2-3 autres gardiens, mais voilà, Barthez, il est au moins sur le banc de touche pour moi. Ça fait presque bizarre de le mettre sur le banc, hein, vu le niveau. Je peux comprendre que ça a l'air un peu incongru. Et si on jouait à la PlayStation, je le ferais vite rentrer titulaire. Mais voilà, c'est pas de la PlayStation. Donc voilà, il est déjà sur le banc touche, c'est déjà bien. Ouais, moi ça sera évidemment l'inverse. Hein. J'ai mis Barthez titulaire, donc ça sera Ettori sur le banc. Juste messieurs, s'il y en avait quand même même si c'est assez loin derrière, celui qui compléterait le podium. Roma. Là, ce serait plus de l'affectif. Parce que je pense qu'en termes de niveau. Je pense c'est ce que j'avais dit lors de l'émission des gardiens. Je pense pas qu'entre Subasic et Roma il y ait une différence de niveau vraiment. Donc là c'est plus sur l'affectif et voilà forcément en tant qu'ado ça a été Flavio Roma voilà. Donc je pense que je le mettrai lui sur le podium. Moi entre Roma et Subasic je laisserai un léger avantage à Subasic parce que il y a le titre de champion, il y a je pense dans mon souvenir, je trouve que son pic était meilleur aussi. Je trouve que Subasic à son pic c'est mieux que Roma à son pic. Et moi j'ai un souvenir d'un Suba légèrement plus régulier, plus fort l'année du titre, mais même ça je sais plus si c'est la première ou la deuxième saison, je pense la première saison de Jardim, c'est toi qui
qui disait ça aussi, où il était très fort. Ouais. Par rapport à Roma, je mettrais légèrement au-dessus, mais c'est des gardiens de la même gamme. Après, il y avait Jean-Claude Hernandez, juste dans les années 60, mais alors là, pour aller comparer un Souba, un Hernandez, c'est compliqué, mais l'hésitation, elle serait entre ces deux-là, du coup, pour moi, c'est notamment le goal du titre de 63. Ouais, idem pour moi. Moi, ça serait Souba parce qu'il y a un titre. Donc voilà, je reste sur ma logique quand même. J'ai mis que des mecs qui avaient des titres, donc même pour compléter un podium, je continuerai avec cette logique. Vos défenseurs maintenant, messieurs. Donc Boris, déjà t'as émis qui tes 4 titulaires et ensuite tes deux remplaçants. Alors moi j'avais mis sur les côtés Sonor et Amoros, donc Sonor plutôt à droite, Amoros à gauche. Je me suis dit théoriquement ils sont capables chacun d'occuper n'importe lequel des deux côtés. Et j'avais donc voilà, moi j'ai plutôt des purs spécialistes, et dans l'axe j'avais mis Arteleza et Manu Petit. Et du coup en remplaçant, j'ai presque mis en fait leurs espèces d'alter ego, enfin des gens de leur époque. Je suis parti sur des centraux. Personne m'inspirait plus que ça dans les purs latéraux. Du coup, je suis vraiment parti sur 2 centraux. C'était Raymond Kelbel, qui était un peu le prédécesseur d'Arteleza dans les années 60, qui avait notamment, qui était le capitaine du titre de 61, et pour lequel j'avais hésité. Et puis j'ai complété avec Lilian Thuram, qui pourrait en plus dépanner éventuellement sur le poste de latéral droit, puisqu'il a quand même été champion du monde et d'Europe accessoirement à ce poste-là. Damien, de ton côté? Ouais. Alors mes titulaires du coup c'était Amoros, Petit sur les côtés, Marquez, Forcheru en défense centrale, et donc en remplaçant donc j'ai mis Thuram pour la défense centrale. Voilà, pour les mêmes raisons que Boris, c'est vrai que c'est un joueur qui a énormément compté dans l'histoire du club, mais il a aussi manqué les titres, mine de rien. Mais voilà, c'était quand même un des meilleurs joueurs formés au club quand même, il faut le souligner. Et puis Sonor, parce que je le trouvais intrinsèquement trop faible pour le mettre dans une équipe type, mais je le mets en remplaçant parce que il y a quand même la longévité et la fidélité aussi à la SM dans toute sa carrière. Et puis voilà, il peut jouer, en plus il a joué un petit peu à tous les postes, donc en termes de couteau suisse éventuellement ça pouvait sur le banc ça peut être bien utile de l'avoir, ça peut rentrer partout s'il y a un pépin, donc c'était assez pratique à ce niveau-là. De mon côté, j'avais mis donc Puel latéral droit, Amoros à gauche et une défense centrale, Petit, Marquez. Mon banc ça a été assez rapide parce que j'ai tout de suite voulu au moins mettre un mec quand même des années 60 de ces 2 titres, d'après ce qu'on a réussi à trouver à droite à gauche, et ce que tu avais dit également Boris, celui qui semblait quand même être le vrai taulier de cette défense là c'était Arteleza, donc Arteleza sera sur mon banc. Et celui qui l'accompagne, toujours dans ma même logique, il faut forcément qu'il y ait un titre, sinon j'aurais peut-être mis Thuram, mais ça sera également Sonor. J'ai hésité également avec Georges Thomas, pareil, années 60, mais pour le coup, j'avais quand même aussi envie de récompenser différentes époques, et donc Sonor, pour l'ensemble de son œuvre, pour son nombre de rencontres, il est dans le top 10, donc voilà. Les milieux de terrain maintenant, messieurs, Boris, même système, titulaire, remplaçant. Et du coup, mes titulaires plutôt défensifs, c'était Puel et Hidalgo. Et sur les côtés, en tout cas milieu offensif, c'était Julie et Glenn Hoddle. Du coup, c'est là où je pense que j'ai eu le plus gros casse-tête sur les milieux, parce que vraiment ça laisse à la porte du très 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 beau monde. J'ai eu du mal à couper, je suis parti sur des joueurs plutôt offensifs au final. J'en avais un qui était évident et ça me faisait déjà mal au cœur de pas le mettre dans le 11, c'était Jean Petit, donc lui forcément allait se retrouver sur mon banc, et j'ai fini par trancher pour un autre joueur offensif qui était Théo. Donc voilà, on en avait parlé, qui était vraiment le joueur créatif, le meneur de jeu des belles équipes des années 60, notamment 61 et 63. Donc voilà, je suis parti sur ces deux-là, ça me fait laisser à la porte des François Ludo, des Fabinho, des Djorkaeff, des Gallardo. Donc voilà, du très très beau monde. Je trouve que c'est là où on avait la plus grosse densité. Il a quand même fallu trancher, donc voilà, la mort dans l'âme, ça a été fait. Écoute, je vais faire tout de suite de mon côté, parce que j'ai fait les deux mêmes choix que toi, Jean Petit, Théo. Pareil, voilà, même logique, ils sont champions. Jean Petit, ça permet de récompenser un deuxième joueur du titre de 78 après Onis. Je n'en mettrai pas d'autres. Et Théo, un autre mec des années 60, j'en avais mis qu'un titulaire. J'en mets 2 et peut-être même un petit troisième qui devrait pas tarder à arriver sur le banc.
parce que quand même c'est évidemment une énorme époque du club, donc même choix, Jean Petit et Théo. Damien. Ouais, moi j'étais parti sur un milieu de terrain un peu défensif relayeur avec Puel et Jean Petit. J'avais fait le choix de mettre Petit un peu plus en relayeur. J'avais un petit peu triché en mettant un peu plus offensif Hidalgo, Odell et Julie en soutien, parce que mine de rien, voilà, il a eu un rôle important aussi, mine de rien, dans des grands parcours, comme deuxième attaquant aussi. Donc voilà, même dans les titres, même avec avec Puel, c'était un joueur qui allait très souvent sur le front de l'attaque. Donc voilà, j'avais un petit peu plutôt mis 5 hommes, on va dire. Donc là, pour le coup, sur le banc, je n'en place qu'un véritablement milieu de terrain, pareil, en trichant un petit peu aussi, parce que c'est des profils un peu relayeurs, à la fois offensifs. C'était donc Henri Biancheri. Damien, j'ai juste une question. T'es le genre de mec en ce moment qui sort tous les jours au parc et qui a des excuses. Ah. Tu fais du dessin? Absolument. Tu fais du dessin, Damien? Moi non, c'est pas moi qui dessine. Je respecte le confinement. C'est le sud, ça, tu connais pas? Voilà, on aime bien louvoyer dans le sud. Mais c'est toi qui habites dans le sud aujourd'hui pourtant. Mais voilà, non, mais c'est vrai que mine de rien, sur notre serveur Discord, j'ai posté mon équipe type et c'est vrai que j'ai adopté une formation plutôt en losange, voilà. C'est terrible. Des libertés, je m'en fiche, j'ai pris des libertés, c'est sur Discord. Un WM. Voilà, j'ai fait ce choix de mettre uniquement Biancheri dans mon banc, et comme j'ai pas beaucoup d'attaquants purs, eh ben j'ai privilégié cet aspect-là sur mon banc par la suite. Mais Biancheri, on en a déjà parlé, mais 6 titres, 264 matchs cette saison, voilà, ça pose un bonhomme quand même. Et enfin, on va conclure par les attaquants. Donc Boris, toi aussi qui as respecté les règles du jeu, tes 2 titulaires et tes 2 remplaçants. Ouais, j'ai respecté les règles du jeu. Par contre, j'ai pas forcément respecté le football parce que j'ai un duo Falcao-Nice qui sera pas, ils sont pas méga complémentaires et je sais pas. Il va falloir faire beaucoup de boulot pour Odell et Julie, mais voilà. En tout cas, vu que c'est une équipe quand même plutôt pour être sur le papier, pour faire joli, c'est de là que j'avais mis. Et du coup, sur le banc, j'ai 2 joueurs de 2 époques complètement différentes. J'ai Trezeguet d'abord. J'ai vraiment hésité entre 3 hommes. Celui que j'ai pas pris au final, celui qui a subi la loi du banc de touche à 7, c'était Sonny Anderson. Que à force d'avoir tout retourné dans tous les sens, j'avais un tout petit peu derrière Falcao et derrière Trezeguet. Du coup, je lui ai préféré Trezeguet qui en chiffres, je pense, ça doit pas être si loin que ça. Bonne saison, il y a un titre de champion, c'est des choses qu'ils ont en commun. Le petit plus, bon, c'est le côté formé au club, c'est le côté aussi parcours en Ligue des Champions, ce que n'a pas Sonny Anderson puisqu'il est parti avant. Et puis, mine de rien, je peux compter ce qu'il fait aussi en parallèle en équipe de France. Et c'est quand même sous les couleurs de l'AS Monaco qu'il est champion du monde. C'est juste avant de partir qu'il est champion d'Europe. Donc voilà, il y a ça aussi. Je trouvais ça. J'avais vraiment envie d'avoir Trezeguet sur le banc. Et du coup, le dernier homme sur le banc, ça va être Lucien Cosso. Occasion de récompenser aussi ces années 60 avec un joueur qui a une grosse longévité, gros palmarès. Lui, il est vraiment de tous ces titres-là à l'époque. C'était vraiment pareil, l'attaquant de pointe. Donc voilà, j'aurais des solutions de rechange si ça tourne mal. Ouais, moi de mon côté, un peu à l'instar de Thuram, à la base, j'avais mis Weah, j'avais pensé à Weah, mais au final, pour rester dans ma logique de pas de titre, pas d'équipe type, Weah a donc sauté et donc ça a profité à Sonny Anderson. Sonny Anderson que moi pour le coup je mets devant David Trezeguet. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais j'ai un beaucoup plus gros affect pour Sonny Anderson. Moi je le cache pas, hein, Trezeguet c'est pas un joueur que j'ai particulièrement apprécié. Après je reconnais complètement son niveau, mais j'ai jamais eu trop d'affect avec ce joueur-là, que ça soit à Monaco et a fortiori avec l'équipe de France. Parce que tu lui as pas donné la main. Oui, c'est parce que je vais pas te donner la main, même si évidemment il y a ce but à l'Euro 2000, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de pas fini en équipe de France avec Trezeguet qui me dérange un petit peu. Bien Sonny Anderson, moi c'est mes vrais premiers réels souvenirs, c'est même si ça commence un petit peu avant avec Klinsmann, réellement c'est 97 quoi, où j'ai vraiment des vrais premiers souvenirs, des matchs réellement vus, etc. Donc je l'accompagne de Lucien Cossou, évidemment, attaquant phare de la décennie des années 60. Évidemment,
deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, très très loin au Nice, mais également assez solidement quand même ancré à sa deuxième place. Pour que Falcao le double, il aurait fallu qu'il reste au moins 2 ans de plus. Donc il avait du chemin à faire. Donc voilà, Kosu, encore une fois, voilà, ça me permet de rajouter un mec des années 60 et un joueur de la décennie 90, sachant que mes titulaires étaient eux de 2010 et 70. Donc je cours encore une fois à peu près toutes les périodes. Tant pis pour les années 80. C'est certainement la décennie où on a eu le moins de top attaquants en fait. Je pense. Ouais, on avait eu du mal pour l'équipe type des années 80. On avait tous un peu bricolé avec du Marc Atlet. Ouais, voilà, des trucs comme ça quoi. Fofana, Bellone. Il y avait Bellone quand même, mais bon, et il y avait une fin de Nice aussi que nous on n'avait pas compté. En tout cas, messieurs, il reste Damien. Donc Damien, t'es 3 attaquants du coup. Donc t'as eu du mal. Donc t'as mis qu'un attaquant titulaire parce que t'avais du mal à en trouver, mais t'as réussi à en foutre 3 sur le banc. Non, parce que D'Alger c'est un ailier, donc on va dire que dans un 4-4-2 à plat, il pourrait être milieu droit. Mais en fait, c'est vrai que c'est un joueur que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à écarter. J'ai vraiment hésité, mais entre guillemets, j'ai l'impression que mettre Odell était peut-être plus dicté par le souvenir des autres, de ceux qui l'ont vraiment connu et qui ont été éclaboussés par sa classe. Moi, j'ai pas connu, donc j'ai presque un peu senti presque un peu forcé la main de mettre Odell, mais en vrai j'aurais peut-être eu davantage envie de mettre D'Alger pour son parcours. C'est que c'est 10 saisons, c'est le 3e meilleur buteur du club, de l'histoire du club, 334 matchs, pareil, c'est colossal. Et puis c'était un très bon petit joueur, mine de rien, dans les témoignages des équipes de 78, D'Alger est souvent un des leaders techniques vraiment de cette équipe. Donc c'est malgré un palmarès assez peu étoffé, mine de rien, avec la SM, puisque comme tu l'as dit, Rome c'est les années 70, tu l'as souvent rappelé, c'est des années avec 2 descentes, donc assez chaotique. Et donc il a un peu pâti de tout ça, mais quand même un sacré petit joueur, ce Christian D'Alger. Donc il était très très proche de mon équipe type. Lucien Kosu, dont vous avez parlé, donc évidemment le 2e meilleur buteur du club, 115 buts, c'est tout à fait énorme. Et puis j'ai pas mis Falcao parce que j'ai déjà dans mes équipes et sur mon banc les 3 meilleurs buteurs du club, donc je m'en foutais de mettre le 4e. Et parce que il y a quand même des épisodes Falcao qui sont pas terribles, qui font que j'ai pas envie de le mettre. Donc à la place, j'ai fait le choix moi de mettre Trezeguet dans le même profil du coup qu'un Delio au Nice, donc son remplaçant attitré du coup. Trezeguet, donc c'est 160 matchs avec Monaco, très exactement, je vais vous dire ça combien c'est. C'est 125 et 62 buts 125 matchs, 62 buts, 2 titres quand même, de champion de France 97-2000 avec des saisons pleines. Et puis c'est contrairement à Thierry Henry, c'est un mec qui s'est remis la tête à l'endroit, plutôt que de faire chier son monde, et qui finit en beauté quand même avec l'ASM, avec en plus 2 titres en sélection alors qu'il porte le maillot de l'ASM. Et mine de rien, même si ça a pas, ça a pas forcément, ça a contribué à une renommée de l'ASM, mais ça a permis quand même de faire briller un peu plus Monaco à l'international, et c'était chouette pour ça. Et puis ça reste quand même un super joueur, super attaquant quand même, qui a une carrière exceptionnelle quand même avec la Juve derrière. Exactement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je sais pas si vous avez envie de conclure sur un aspect un peu global de vos équipes. Moi, ce que je voulais souligner de mon côté, c'est que je me suis amusé à faire une sorte de frise chronologique du club et voir s'il y avait quelle saison plutôt. Je n'avais aucun joueur. Prise commence avec donc Michel Hidalgo. Au final, il y a qu'une saison de trou, la saison 67-68, parce que Théo termine en 67 et ensuite il va y avoir Jean Petit à partir de 69. Donc c'est la seule saison où il y a un trou. Et derrière,
jusqu'à 2004 et Julie, minimum un joueur de chaque saison va être au club, donc ce qui fait quand même une période immense avant au final donc un assez gros trou de 9 saisons jusqu'à Falcao et Fabinho, et donc qui se sont terminés la saison dernière, voilà, pour Falcao. Voilà, on est de nouveau sur une saison sans joueurs représentés dans mon équipe, donc ça permet quand même de se rendre compte réellement que cette période 2004-2013 a été compliquée, et qu'en plus on n'a pas eu non plus de joueurs qui auraient pu devenir des joueurs sans titre, ok, mais à minima emblématiques du club, et ce n'est pas le cas. Au final, on a à peu près tous les mêmes. Enfin, toi, t'auras pas du coup les mecs des années 2010, quoi, Damien. Donc toi, tu dois t'arrêter en 2004. Non, j'ai Julie parce que c'est joueur majeur quand même des années 2000, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu pour moi encore peut-être un peu difficile. Je pense que le joueur qui était peut-être le plus près, les deux joueurs les plus proches d'intégrer cette équipe de 2017, pour moi c'était Falcao et Bernardo Silva. Mais c'est vrai que là on rentrait aussi beaucoup dans quelque chose qui était lié à l'affect. C'est vrai que, j'ai parlé des 2 épisodes sombres de Falcao, mais il n'empêche que j'aimais beaucoup ce joueur quand même. J'ai adoré Bernardo Silva aussi. Donc c'est vrai que mais c'est peut-être trop proche encore pour moi, pour les mettre. Du coup, c'est vrai que j'ai fait des choix un peu plus anciens, parce que aussi plus proche d'un football qui est certainement, je veux pas dire pas en termes de jeu, mais en termes de valeur entre guillemets, me correspondait peut-être davantage, avec des épisodes plus longs dans les clubs, une vraie fidélité aussi au maillot quelque part. Alors évidemment, c'est toujours à nuancer ces choses-là, ça bougeait beaucoup moins, mais voilà, peut-être que je préférais aussi je préfère peut-être cette stabilité à ces joueurs qui se barrent tous les 4 matins, à ces mecs à l'époque aujourd'hui où on prend 10 mecs comme ça qu'on va reprêter dans leur club pendant 6 mois, qui vont revenir, qui vont repartir, où ça rime plus à grand chose, où il y a plus forcément un attachement au club viscéral. Alors bon, ok, Michel Hidalgo, il s'est fait enterrer avec le survêt de l'OM, ça fait chier. Voilà, ça fait chier, clairement. Du coup, je te cache pas que moi aussi du coup, je me dis merde, est-ce que je le laisse dans mon équipe? Bon, ça, il faut pas non plus tout effacer, mais voilà, il y avait quand même quelque chose qui était d'un attachement un peu plus fort qu'aujourd'hui, et peut-être que sans doute je chéris quelque chose que je n'ai pas connu, mais qui m'aurait sans doute beaucoup plus correspondu qu'aujourd'hui, que cette époque-là. De ton côté, Boris, avec Falcao, t'as récompensé également toutes les équipes titrées. On doit avoir à peu près la même frise également, avec les mêmes joueurs. Au final, on a les 2 équipes les plus proches de toute façon. Ouais, effectivement, et même si dans le fond, je pense que je suis un peu entre vous deux, quoi. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi à placer Falcao, mais au final c'est le seul que je mets. Je pense que c'est l'équipe qui aura pâti le plus dans mon 11 et dans mes 18. C'est l'équipe de 2017. On a sûrement un peu des biais, quand on a forcément des biais, quand on fait ce genre d'exercice, quand on fait ces équipes, et ça peut sembler bizarre, mais autant j'ai vraiment passé une super saison en 2017, et j'ai beaucoup apprécié regarder cette équipe. J'en garde le souvenir est devenu un petit peu amer, bizarrement, avec le temps. Peut-être que c'est le fait de suivre ça en étant plus vieux, plus désabusé, de le suivre avec une vision plus analytique aussi que les équipes déjà qu'on n'a pas connues, et puis les équipes aussi de quand on était plus enfant. C'est des gens, finalement, des joueurs qui ont plus ou moins, grosso modo, ils sont la même génération que nous, mais dont je me sens pas proche une seconde. Et c'est ça que je trouve un peu triste. Et peut-être un peu cette tendance aussi à idéaliser un passé qu'on n'a pas forcément connu, sur des impressions de ce qu'on en lit, avec des gens qui avaient l'air peut-être un peu plus simples, peut-être plus proches, avec lesquels on pouvait s'identifier, qui étaient peut-être un peu plus attachés aussi à des territoires. Mais j'accepte complètement que cette vision est peut-être un peu mythifiée, un peu erronée. C'est possible, mais c'est quelque chose auquel
je reste attaché. Donc voilà, j'ai peut-être eu tendance à beaucoup valoriser les joueurs avec la longévité, mais c'est des choses que j'aime bien aussi. Ouais, c'était plus local, quoi, on va dire. C'est vrai qu'il y a, en fait, si on regarde, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Monaco, qui après sont passés à Nice, qui sont allés à Marseille. Mais c'est vrai que on restait beaucoup dans la zone au final, en fait. C'était assez local, quoi. C'était un bassin méditerranéen aussi, ces joueurs qui ont tourné, voilà, des gens comme des années 60, 70. Ou même plus tard, un peu plus dans les années 80, c'est vrai que c'était beaucoup moins, on partait beaucoup moins loin, quoi, je pense, d'une certaine manière, quoi. Oui, et puis c'est sûr qu'on partait déjà pas à l'étranger. Voilà. Aussi. Et en France, c'est sûr que tu peux vite faire le tour aussi. Enfin, je peux penser aux années tapis où c'est sûr que partir au-dessus de Monaco, a priori, ça impliquait de partir à l'OM. Aujourd'hui, c'est un peu pareil avec le PSG. Voilà, mais c'est un exercice qu'il faudra rechallenger dans 10 ans. Voilà. Est-ce qu'on aura toujours la même vision que ça aura peut-être changé. C'est vrai qu'en termes de simplicité, c'est vrai que je pense un des seuls joueurs sur lesquels je pense de 2017 pour le coup, je l'ai cité, c'est Bernardo, c'est ce joueur sur lequel je pouvais justement me sentir un peu proche parce que ça avait l'air d'être pour le coup un bon garçon, voilà, bien éduqué, qui fait pas de vagues, qui reste classe, quoi, quand il part, voilà, il a un départ assez vraiment propre, ça se fait bien, ça se fait en bonne intelligence, ça nous met tous la petite larme à l'œil, je pense. Même lui, on le sent ému, donc il y a une vraie sincérité. Je pense que c'est un joueur, c'est quelqu'un vraiment de simple qui est à l'opposé, à mon avis, un peu du star system, même s'il en fait forcément partie, du football circus, mais il a cette image d'être un peu plus proche, beaucoup plus simple, voilà, peut-être quelque chose d'authenticité qu'on recherche davantage. Bon messieurs, on aura fait le tour donc de cette compo all time, voilà. On vous postera évidemment toutes les compos. Voilà, je vais pas citer là un par un tous les bancs de touche de nos camarades. De tout Patrice Ami Hernandez. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la semaine prochaine, Damien? Alors c'est même peut-être d'ici la fin de la semaine, on verra, il faudra voir quand on enregistre, mais c'est l'idée de faire une petite émission sur le maillot, voilà. Donc c'est vrai que c'était quelque chose dont on voulait parler depuis un moment, parce que par rapport au début de saison, enfin la présentation du dernier maillot avec la diagonale basse, vous le savez, c'est un petit peu aussi mon cheval de bataille. Donc c'est vrai que mine de rien, le sujet maillot, c'est aussi un sujet intéressant à évoquer, et le club et Kappa ont, cela dit, préparé une petite, organisé une petite initiative très très sympa qui était pour de dessiner pour les supporters d'autres un maillot de l'AS Monaco qui serait confectionné et offert aux gagnants. Et donc voilà, il y a eu des propositions intéressantes, des jolies propositions, d'autres un peu moins bien, mais en tout cas il y avait une participation très intéressante, c'était sympa. Donc du coup l'idée c'est de faire une émission pour parler historiquement de ce maillot, et puis de revenir sur vos propositions du coup, voilà, donc donner un petit peu notre avis sur ce qu'on a pu voir passer. Mais bon voilà, en tout cas, puis il y a ça, et puis peut-être la semaine prochaine un Magnéto qui pourrait revenir. Donc on revient sur les grands matchs de l'histoire de l'AS Monaco, et je pense que là, on devrait partir sur le Manchester United Monaco, donc c'était quart de finale en Ligue des Champions en 98. On va certainement partir sur ça, donc ce sera a priori pour le dimanche prochain. Donc le dimanche, nous serons le 19, si je ne dis pas de bêtises. N'oubliez pas, vous allez avoir dans cette description, mais également sur Twitter et Facebook, un formulaire pour maintenant vous désigner votre 11 type. Alors faites attention, ne mettez qu'un joueur évidemment par poste, puisque certains joueurs vont être proposés à différents postes. Si vous faites des doublons, vos votes seront décomptés. Et ensuite, pour l'équipe type, on additionnera quand même les votes des joueurs sur les différents postes, et on les mettra au poste où le second sera le plus loin derrière. Je sais pas si j'ai été très 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 clair, mais parce que sinon j'ai un peu peur qu'un joueur comme Emmanuel Petit par exemple se retrouve 3 fois à 30% et du coup ne soit pas du tout titulaire, alors qu'en fait il est dans 90% des équipes, quoi. Faut faire le petit malin avec ça, quoi. Exactement. Faudra compter les dixièmes. Ouais. En tout cas, donc comme on vous l'a dit, la prochaine émission ça sera jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et Dagé Mounioudou. Et bisous.